avez décidé de lancer ces débats citoyens dans toute la France. Pourquoi ? Bien parce que pour nous, il apparaît essentiel d'échanger. C'est-à-dire que pendant 5 ans, l'Open Agri-Food, qui est un forum, a essayé et a réussi à rassembler tous les acteurs économiques de la filière alimentaire, du producteur jusqu'au consommateur, et a permis ce qui a été souligné d'ailleurs dans les états généraux de l'alimentation qui ont été lancés par Emmanuel Macron. Ça a permis de faire en sorte que les producteurs dialoguent plus avec les distributeurs, que les transformateurs dialoguent plus avec les ONG ou les parties prenantes. Donc ça a permis déjà d'échanger. Mais il nous manquait un maillon essentiel, et ce maillon, c'est celui du citoyen, c'est vous. Évidemment, on a le consommateur avec nous, on a des associations de consommateurs, on a des ONG, on a des représentants des consommateurs, mais c'est le consommateur, c'est au niveau marketing. Et nous sommes persuadés que les grands enjeux de l'alimentation de demain se résoudront pas non pas au niveau marketing, mais au niveau politique, et donc au niveau du citoyen. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre tous ces enjeux et dénouer finalement certains nœuds au sein de la filière, il est essentiel d'entendre le citoyen. Donc la parole est à vous. Vous avez déjà quand même autour de vous, j'imagine, de toute façon, des spécialistes, des experts, beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions qui sont compliquées. Il y a des sujets tous les soirs aux 20h partout. En quoi c'est vraiment utile d'écouter les habitants et d'échanger avec eux ? À quoi ça sert ? Ça sert. On n'est plus dans la énième étude d'Ipsos ou de tout autre acteur qui étudie ce que veulent les citoyens ou les consommateurs. On est vraiment dans le vrai. On entend les paroles des citoyens et on comprend mieux les attentes et les craintes par rapport à l'alimentation de demain. Ok. Merci beaucoup. Vous avez le sentiment que ça peut vraiment bouger les choses, vraiment changer quelque chose ? On en est certain. Et c'est pour ça qu'on a multiplié les débats citoyens et que nous en faisons donc 6 avant l'été en France, tous dans des lieux emblématiques de la filière alimentaire, dans une ferme à Chartres, dans ce restaurant universitaire à Lille. Nous en faisons un à Vannes, à la Chambre d'agriculture, puis à Sarre-Union, dans une usine de transformation de jus de fruits, et enfin à Sceaux, là, pas dans un lieu de la filière alimentaire, mais à la mairie de Sceaux, puisque le maire de Sceaux est très intéressé par tous ces débats sur l'alimentation, et qu'ensuite il s'en fera l'écho auprès des autres maires de France. Merci beaucoup. Vous reprendrez la parole tout à l'heure, donc Florence Duprat, merci beaucoup. Parce que là, on va démarrer. Je vous donne juste quelques tout petits éléments du programme de ce soir. Ça a déjà été expliqué. L'objectif, c'est bien de vous donner la parole, que vous puissiez vous exprimer sur votre vision de l'alimentation demain, du modèle agricole de demain, quelle alimentation voulons-nous, en fait ? Parce que c'est vraiment ça la question qui se pose aujourd'hui et la manière dont on a envie de l'aborder avec vous. Donc c'est vous qui prenez la parole. Vous êtes tous des habitants de Lille, du centre, de la métropole, venus de partout. Merci beaucoup d'être venus de partout. Et puis il y a plusieurs acteurs de la filière aussi ce soir qui sont là pour vous écouter, pour échanger avec vous, et puis pour vous écouter, comprendre où vous en êtes et où tout le monde en est. On a des agriculteurs, des producteurs, la grande distribution, la restauration collective, beaucoup aussi. C'est normal, on est dans un crous. Et puis, c'est organisé par Restauco. On était 230 à Chartres déjà dans cette ferme. Et puis, on va se balader, on va continuer de se balader. Donc, c'est aussi le début d'un échange. C'est pas la fin. Voilà, on démarre et on essaye d'échanger avec vous et de comprendre où vous en êtes. Alors, pour préparer ces débats, juste un tout petit mot, je vous explique. On a été écouter les Français d'abord, pour comprendre où ils en sont de l'alimentation, du modèle agricole, ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on peut bouger, ce qu'il faut bouger, comment est-ce qu'on peut y réfléchir, et voilà, quelles sont les pistes et les chantiers qu'il faut aborder ce soir dans cette réunion, et puis quels sont les grands chantiers qu'on a devant nous.
On a fait un pari, je vous l'avoue, je vous le dis tout de suite, et on voit ce soir, ils sont nombreux aussi. On a été voir que des jeunes, entre 12 ans et 30 ans, pour voir un peu, parce que c'est quand même un peu les mieux placés pour parler d'avenir et parler des enjeux d'avenir aujourd'hui. Et puis ils n'ont pas souvent la parole dans les débats, donc on a proposé de se concentrer un peu sur leur vision. Et puis on a fait cette enquête, 65 jeunes dans toute la France sur leur vision de l'alimentation et du modèle agricole. On vous a fait un petit résumé parce que c'était 65 personnes, 20 minutes, je ne sais pas combien ça fait, mais environ 25 heures de rush. On a fait un petit résumé de 20 minutes qu'on regarde ensemble et puis après on échange, vous prenez la parole et c'est... Je m'appelle Jeanne, je suis au lycée, donc en première. En première quoi? STMG. D'accord. Et ça a à voir avec l'agriculture, ça? Pas du tout. Pas du tout, non. D'accord. Avec l'économie. Avec l'économie, au moins. Et alors, je voulais vous poser une question justement, parce que vous n'avez rien à voir avec l'agriculture, c'est ce que j'ai compris, rien à voir avec l'alimentation, vous n'êtes pas fille d'agriculteur. Pourquoi vous avez accepté de participer? Vous dites toujours que les jeunes sont un peu... Parce que c'est intéressant déjà, enfin, c'est un sujet qui m'intéresse, Ouais. Et parce que ça peut aussi pousser à une réflexion un peu plus, parce que ça pourrait m'apporter des réponses. Le fait d'avoir été interviewée, parce que du coup ça m'amène ici, au débat, tout ça, et du coup, voilà. Ok. Qu'est-ce que vous retenez un peu de ce qui a été dit dans le film? Ce qui vous a marqué? Vous dites ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ou il y a un sujet qui manque, ou qu'est-ce qui vous a marqué un peu dans tout ce que vous avez entendu tous les autres maintenant aussi en plus de vous? Moi je suis d'accord avec le fait qu'on a un rôle à jouer sur le fait de consommer bio, de manger moins de viande, tout ça, mais je pense que l'État aussi a une grande part à jouer dans l'agriculture et dans l'alimentation. Pourquoi vous dites ça? Parce que, c'est ce que je disais aussi quand j'ai été interviewée, j'ai l'impression qu'ils vont plus faire en sorte de gagner plus d'argent et de faire marcher l'économie plutôt que s'intéresser à si nous on mange correctement ou si la nourriture va être encore là pour ceux qui vont arriver après nous. Et du coup, Vos voilà. enfants, ouais. Ouais, voilà. D'accord. Ok. S'il y a un sujet dont on doit parler dans les réunions, ce serait quoi? Pour que ça bouge, justement, pour que ça change ce dont vous parlez, ce serait quoi, là, ce dont on doit parler ce soir? Si on fait le menu un peu de la discussion. Je pense que déjà, tout le monde, comme je disais, tout le monde sait qu'il faut améliorer notre alimentation, parce que c'est sûr que si on consomme des plats tout faits et tout ça, c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Mais sinon, proposer aussi des choses pour les agriculteurs et pour les lois, comme d'autres le disaient, pour la France. Ok, merci. Vous reprenez la parole si vous voulez tout à l'heure. Ok. Tenez, j'enchaîne avec vous justement, parce qu'en plus vous étiez sur le même sujet. Après, c'est ouvert à tous, évidemment. Juste, je leur donne un peu la parole, parce qu'ils ont participé les premiers, que c'est pas facile. Puis il faut lancer un peu. Alors, je vous donne l'occasion. Bonsoir, vous pouvez vous présenter un tout petit mot? Bonsoir, je m'appelle Margot, j'ai 19 ans et je suis en première année d'école de commerce. D'accord. Voilà. Et vous disiez, vous, justement, il faut valoriser la place des agriculteurs, parce que sinon c'est un peu la tradition, quoi, l'identité gastronomique française qui s'en va. Pourquoi vous disiez ça? Pourquoi c'est si important, à votre avis? Déjà parce que l'agriculture, la vieille France, c'est un peu ce qui fait l'image et la popularité de la France. Et surtout, le problème, c'est que si les agriculteurs disparaissent, en fait, tous nos légumes vont tous être faits dans des usines en France ou à l'étranger. Et donc, du coup, on va plus du tout avoir le côté naturel des légumes. Ça va vraiment des légumes, mais juste faire des légumes, mais juste le plus possible. Et donc, pas forcément le plus naturellement possible. Et donc, du coup, ça va être de pire en pire, finalement. Parce que donc, du coup, il y aura moins d'agriculteurs, plus d'usines. Les légumes vont être de plus en plus mauvais. Enfin, mauvais dans le sens où il y aura plein d'additifs et de choses, etc., qu'on aimerait retirer. Du coup, voilà. Et vous avez le sentiment qu'on peut changer ça, bouger ça, revaloriser, peut faire quelque chose? Peut-être revaloriser le métier d'agriculteur, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais finalement. À chaque fois, quand on présente les futurs métiers ou les futures études, c'est plutôt centré sur n'importe quoi, les études en sciences politiques, les études école de commerce, les études. On parle jamais des études des métiers pour devenir agriculteur, etc. Et peut-être que si on montre plus ce côté devenir agriculteur, voilà, c'est faire ça, peut-être que plus de personnes voudront s'engager et devenir un agriculteur, et ça va peut-être revaloriser le métier. Ok. Bon. Allez, vous reprenez la parole après. Juste votre voisine, et après on élargit à tous ceux qui veulent prendre la parole. Allez, j'arrête après, j'arrête de vous embêter. Alors, bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez un tout petit mot? Moi, je m'appelle Clara, je suis en première année de sciences politiques à la fac. Ok, voilà. Donc rien à voir avec l'agriculture non plus, rien à voir avec l'alimentation. Rien du tout. Qu'est-ce que vous retenez du film?
Je pense qu'on est tous à notre âge, enfin l'âge moyen, on est tous à peu près d'accord sur beaucoup de points et c'est assez positif. Enfin, c'est un sentiment général qui se dégage, quoi. Donc c'est bien. Ouais. Et voilà, c'est ça. Après, sur des sujets différents, mais c'est vrai qu'en général, il y a des gros points qui sortent et donc qui sont intéressants, quoi, à traiter. D'accord. De quoi il faut parler justement alors pour que ça avance, pour qu'on fasse avancer la discussion là entre nous ce soir? Il y a plein de choses. Il y a ce qui a été dit avant sur la qualité de ce qu'on mange, sur comment mettre en avant les métiers de l'agriculture, mais aussi, moi, je sais, je suis passée sur ça, donc voilà. Mais peut-être aussi faire en sorte que un maximum de gens puissent avoir une alimentation correcte, déjà qu'ils soient tous alimentés. Vous dites dans le film, c'est impossible aujourd'hui. Pourquoi vous dites ça? C'est un fait. Tout le monde ne mange pas à sa faim, partout dans le monde. Et peut-être avant de bien manger, vérifier que tout le monde mange. C'est juste ça que moi j'ai dit. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que c'est normal que tout le monde mange. Et on entend un peu dans l'enquête qu'il y avait comme une contradiction entre manger bien et produire pour tous. Oui, parce qu'en quantité, forcément, la qualité baisse et c'est pas un blâme, c'est vrai, c'est comme ça. Maintenant, il faudrait essayer de faire en sorte que tout le monde mange et que petit à petit, tout le monde mange mieux, voilà, c'est tout. Et vous pensez que c'est possible ou il faut choisir entre les deux? Il y a deux modèles irréconciliables ou il y a un chemin? Après, ça dépend aussi des possibilités qu'on a. En France, on a quand même le choix de pouvoir manger à notre faim et puis de choisir aussi notre alimentation, même si c'est parfois cher et difficile. Mais dans bien d'autres pays dans le monde, on n'a pas forcément le choix, quoi. Donc, petit à petit, peut-être, j'espère. On l'espère, je pense. Ok, merci. Voilà. Allez, vous reprenez la parole, si vous voulez. Après, la parole est libre. Allez-y. Allez, j'arrête à les interviewer ou ils reprennent la parole s'ils veulent. Allez-y, vous levez la main et vous prenez la parole. Moi, c'est Isabelle, je travaille dans l'immobilier, donc rien à voir avec s'il vous plaît. Je suis désolée. Ni l'agriculture, ni l'alimentaire, voilà. Approchez un tout petit peu le micro. Effectivement, moi je pense qu'il y a un gros effort à faire de la part de la grande distribution en respectant sans doute le travail des agriculteurs, en proposant dans leur supermarché des produits qui seraient locaux. Ce serait beaucoup plus intelligent. Moi, j'ai changé de comportement. Je ne faisais mes courses qu'en grande surface. Maintenant, je suis devenue une adepte du marché. Parce que ça permet d'acheter des produits de proximité. J'essaie, en tout cas, dans la majeure partie du temps, de n'acheter que des produits de saison. Bio, pas nécessairement, mais en tout cas d'acheter chez des petits producteurs. Et effectivement, dans le film, on voyait aussi d'éduquer en fait les enfants au goût, en fait, mais tout petit. Ça passe par quoi? Mais ça fait partie de nous en tant que parents, d'élever nos enfants, leur faire manger du poisson, des légumes, des fruits, enfin voilà, de les ouvrir et pas les gaver de merde parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Voilà. Bon, ok, allez, merci. Allez, on continue, on prend un peu les sujets, on prend un peu les... Allez-y. Ah, bonsoir. Bonsoir. Bon, je me lève. Oui. Bonsoir, je m'appelle Vladimir. Donc, je suis en 2e année en sciences politiques. Ah, vous aussi. Ouais, salut. On vous présente alors ce soir. Pour ma part, je vais du coup venir sur 2 faits. Tout d'abord, de parler de l'agriculture au terme vraiment rural dont vous parlez. Je pense qu'il n'est pas foncièrement nécessaire d'opposer l'agriculture comment on va dire, grande et les petits agriculteurs. Je trouve qu'il y a un juste milieu à trouver entre vraiment les petites fermes, comme vous dites, et les très très grandes fermes. Parce que si ce sont vraiment des toutes petites fermes, je trouve que pareil, là, il y a une exploitation qui, par conséquent, induit que il y a pas que le produit n'est pas bien, mais l'agriculteur, il ne va pas tirer un bénéfice honorable de son travail vu la mise en concurrence, alors que d'être dans des coopératives, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne des coopératives ou quoi. À une échelle plus importante, vous voulez dire? Plus de quantité. Une échelle moyenne, voilà. Pas forcément quelque chose de grand, mais moyen. Et l'autre fait, c'est ce que j'ai beaucoup entendu dans le reportage, des jeunes parlent du bio. En ce qui me concerne, par exemple, j'aime pas le label bio. Je trouve que bio ça dénature, ça change le produit. Lorsqu'on dit bio, c'est-à-dire
comment dire ça, on le présente comme si c'était un nouveau produit, comme si c'était un produit autre, alors que techniquement, enfin, du moins maintenant, ce que nous achetons comme bio, c'est censé être le produit normal. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre en disant ça. C'est que le fait de... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le valoriser. Je dis qu'il faut qu'on nous le présente autrement. Parce que nous le présenter comme bio, ça fait... comme j'avais dit la dernière fois, ça fait... une patate bio, on nous la présente comme une super patate, alors que c'est une patate. C'est juste une patate pour vous. Mais à votre avis, du coup, parce que tout le monde parle du bio, vous en parlez, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que les Français recherchent dans le bio quand on dit on va aller acheter du bio, manger bio? C'est ressorti plusieurs fois. Est-ce que là vous dites c'est un label seulement? Enfin, c'est une marque, quoi. C'est un label seulement. Qu'est-ce qu'on cherche quand on va chercher ça? Je pense que l'objectif, c'est d'avoir un produit sain. Enfin, un produit dénué de traitements chimiques importants. Mais on peut privilégier, tout à l'heure, comme vous l'avez dit, des trucs, des fruits, des aliments de saison. Et pas forcément, suivre ses envies. Parce que si nous parlons de la manière de nous nourrir et de penser à notre planète en même temps, au-delà de s'adresser aux grandes surfaces, il s'agit aussi de nous-mêmes, comme certains fruits, lorsque nous savons comment ils sont importés, comment ils arrivent chez nous, faire un peu attention, pas forcément de ne pas les acheter, mais acheter un peu moins, ou regarder s'il n'y a pas son équivalent ou quelque chose qui peut le remplacer près de chez nous. Voilà. D'accord, ça dépend de chacun aussi, vous dites. Ok. Allez, on continue, allez-y. Il y a une dame au premier rang aussi qui a levé la main depuis le début. J'étais motivée. Oui, je vois. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Stéphanie. Donc moi, je suis œnologue, donc je suis un petit peu connectée au monde rural. Et donc à la réponse, déjà, il y a eu des choses qui m'ont un petit peu frisé l'oreille. C'est comme si on distinguait l'État du peuple. Or, jusqu'à preuve du contraire. On élit et c'est nous qui décidons qui sont nos dirigeants. Donc déjà aller voter et puis pour que ça aille dans le sens qu'on veut. Ensuite, on est des consommateurs. On parle du terme consommateur. Et donc comme Madame, j'ai fait les mêmes choix il y a longtemps, qui m'ont paru logiques d'aller en proximité. Et puis après, je voudrais parler, c'est le conventionnel, enfin ce qu'on appelle le conventionnel dans nos métiers. Ça a été une réponse à l'après-guerre et au besoin de recycler la chimie, de faire des engrais. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et puis on a cru que si on produisait beaucoup, on allait pouvoir nourrir tout le monde. Or, ce qu'on constate, et surtout dans le vin, mais c'est valable pour tout, c'est que quand on produit beaucoup, non seulement les produits ne sont pas de bonne qualité nutritive, alors certes on a des calories, mais on n'a pas les vitamines. Effectivement, il y a quelqu'un dans le reportage qui disait on n'est pas forcément en bonne santé aujourd'hui, et ça passe par l'alimentation. Et la deuxième chose, c'est qu'on appauvrit le sol. Donc on a perdu cette habitude des jachères, de replanter, et donc c'est un cercle. C'est même pas un cercle, en fait, c'est une ligne droite qui va dans le mur. Et je pense que aujourd'hui, il faudrait peut-être rééduquer. Alors effectivement, je pense que ça passe par les enfants. Ça passe par les enfants. Et puis expliquer aux gens que ce qui compte, c'est pas la quantité qu'on a dans son assiette. On parle des gens qui n'ont pas les moyens, que ça coûte cher de manger bio. Bon, avant de manger bio, on peut manger justement local et produit en petite quantité. Mais c'est aussi penser, on peut pas manger si on veut manger des fraises en hiver, c'est sûr, ça va être très cher. Si on veut manger des fruits qui viennent de loin, ça va être très cher. Les carottes, ça coûte pas très cher, c'est très nutritif. Il y a plein d'aliments. On peut vraiment se nourrir avec, c'est pas une question de prix. La preuve en est, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les cantines. Politiquement, il y a des choses qui sont mises en place. Donc la preuve qu'on peut faire moins cher, et c'est souvent le cas, on fait moins cher avec des produits, même dans les restaurants, je suis un peu liée sur les restaurants, mais il suffit de voir, il y a des gens qui vous mangez des frites surgelées, quoi. Alors que des frites faites c'est pas le meilleur exemple nutritif, mais bon, c'est l'exemple local. Mais comment vous expliquez ça, du coup, qu'on soit dans cette situation, qu'on soit dans des... Parce qu'on a pensé rapidité, facilité, on a pensé que c'était mieux, que c'était moderne, c'était des choses, des idées qui ont été lancées dans les années 50, 60 et qui sont restées. On a pensé praticité, gagner du temps.
Et au final, on a perdu l'habitude de faire et on pense que cuisiner, ça prend du temps. Alors que je pense qu'ici, il y en a plein qui cuisinent et qui voient que ça prend pas tant que ça. On dit que manger bien, ça coûte cher. Et pourtant, moi, je vois beaucoup de gens dans des endroits, des restaurants américains. Là, je vais dire, je trouve que ça coûte très cher. Et je pense qu'il faut se poser la question sur qu'est-ce qu'on appelle cher. Il y a une dame dans le reportage qui parlait du coût sur la santé, de la sécurité sociale. Alors, qu'est-ce que c'est cher ? Est-ce que cher, c'est mettre 50 centimes de plus ou 1 euro de plus dans son kilo, mais protéger tout le monde et pas payer la sécurité sociale ? Ou est-ce que cher, c'est entretenir un système qui fait, aujourd'hui, l'Europe, c'est elle qui... Comment on appelle ça ? C'est les aides européennes aux agriculteurs. C'est eux qui... La PAC, voilà. C'est eux qui payent, enfin c'est eux, c'est nous, qui payons pour qu'on puisse manger plus, mais pas forcément bien. Et ça, ça peut être changé, il suffit d'investir plus dans le bio, et ça veut dire il faut que les consommateurs montrent qu'ils ont envie de manger mieux, et donc la PAC, elle va se modifier comme ça. Et je termine avec ça. Je termine juste avec un truc. Par rapport aux agriculteurs, parce que on les connaît bien, tous ceux qui sont en mouvement, aujourd'hui, les premières victimes des pesticides et de l'agriculture chimique, c'est les agriculteurs, c'est les vignerons. Mais tous dans leur tête, ils pensent que s'ils font des produits plus chers et qu'ils les font autrement, pas tous, mais une certaine génération pense ça et pense qu'en fait, nous, les consommateurs, on va refuser leurs produits. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des jeunes qui vont à l'école, donc comme quoi ça change, mais c'est les nouvelles générations qui font monter le bio. Alors, on est qu'à 11%, donc on a le temps. Enfin, on peut encore monter. Mais voilà, pour dire que c'est un métier qui a changé, mais ça leur demande, je vais utiliser l'expression, mais ça leur demande vraiment des couilles, parce qu'ils ont vu leur famille mourir des produits et ils ont vu leur famille enfin voilà, ils font des choix qui sont il faut les soutenir dans ces choix-là. D'accord. Mais c'est nous, voilà. Merci. Les accompagner, papa. Bonsoir. Attends, j'arrive. Bonsoir. Bon, moi c'est Cindy, j'étudie le français. Bon, j'apprends le français à la maison des associations à Roubaix. D'accord. Bon, au fait, je pose une question et en même temps, je demande. Vous répondez en même temps ? Oui. Allez-y. Voilà. Au fait, quand tu pars dans des supermarchés, tu vois toujours il y a bio à côté et les produits qu'on utilise d'habitude. Et quand tu veux acheter, on te dit non, prends le bio parce que bio c'est bon pour la santé, il y a moins de pesticides dans les produits, tout et tout. Et je me dis que si l'État est au courant de ça, que l'autre est bon pour la santé et l'autre, plus tu manges, plus tu meurs petit à petit. Donc moi, je me dis parfois, mais pourquoi pas investir en même temps tout en bio et faire en grande quantité moins cher. À votre avis, pourquoi ? Voilà. Bon, moi, je me dis que l'État peut faire ça. C'est-à-dire, on peut aider aussi les agriculteurs pour qu'ils puissent cultiver plus en bio. Et comme c'est meilleur pour la santé, je sais pas. En tout cas, je me dis parfois, pourquoi pas faire tout bio en même temps que de laisser les gens mourir petit à petit. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, je demande à l'État d'essayer de voir un peu, parce que nous, on aime aussi ce qui est moins cher. Et bio, c'est vrai que c'est un peu coûteux, parce que moi, avant, je me disais que bio, c'était une politique pour pouvoir soutirer de l'argent aux gens. Mais c'est après j'ai compris que c'était sans pesticides. Voilà. Vous pensez que ça passe que par le bio, d'inventer un modèle plus sain, plus proche de la santé des citoyens ? Vous ne voyez que le bio comme chemin ? Bon, oui, puisque c'est bon pour la santé. Voilà. Ok. Rendre le bio accessible, alors vous disiez. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Allez-y, on continue, réagissez. Il y a monsieur devant, peut-être... allez-y, Voilà. Oui, bonsoir. Gilles Malater, je suis bénévole à la Banque alimentaire du Nord. Donc on entend beaucoup parler de qualité, moi j'aurais vous parler de quantité. La Fédération des banques alimentaires distribue chaque année gratuitement 23 millions de repas. Les Restos du Cœur distribuent 13 millions de repas. Les deux autres entités nationales, le Secours populaire et la Croix-Rouge, s'additionnent à ces quantités.
Si on globalise, ça fait environ 60 millions de repas qui sont distribués. Et des gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir. Sur le Nord, nous distribuons 5000 tonnes de denrées à 160 associations et qui les distribuent, qui les donnent à environ 60 000 bénéficiaires. Donc c'est bien de parler bio, de parler qualitatif, mais il faut aussi parler quantité. Mais est-ce que c'est forcément opposable ? En France, on ne meurt pas de faim, mais il est difficile pour certains de se nourrir. Je peux vous dire qu'actuellement, je suis en charge des ressources. Je recherche des fruits, je recherche des légumes, je recherche de l'huile, je recherche de la conserve de viande, je recherche de la conserve de poisson, je recherche des aliments pour bébés, qui sont cruellement manquants pour ces gens-là. Alors, avant d'envisager ce qu'il est nécessaire de faire pour la majorité des gens, n'oublions pas la grande minorité. Bien sûr. Est-ce que c'est forcément opposable, quantité et qualité ? C'était ma question. Pas forcément. C'est ce que vous disiez. Pas forcément. Après, donc on a déjà évoqué le fait de l'éducation. Revenir à la cuisine, savoir cuisiner. Nous avons mis en place ce qu'on appelle la débrouille culinaire, c'est-à-dire faire un repas équilibré avec ce que l'on va trouver dans le frigo. C'est les messages qui petit à petit se véhiculent au sein des associations pour inciter justement les gens à réapprendre à cuisiner, réapprendre à s'approprier leur aliment. Voilà. Ok, merci. Allez, j'ai senti que ça réagissait pas mal. Allez-y. Oui, vas-y, Christophe, allez-y. Oui. Donc, bonjour, je m'appelle Paul. Donc moi je suis. Pouvez-vous lever ? Merci. Donc en fait mon boulot c'est de mettre en marché des fruits et légumes justement. Donc je travaille sur différentes filières, aussi bien la filière conventionnelle que la filière bio, les produits sans résidus de pesticides. Donc je voulais juste, mon constat que je fais, c'est on est en train d'opposer vraiment deux modèles, le modèle conventionnel au modèle bio. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'on ne peut pas vraiment trouver des compromis ? Est-ce qu'on doit être binaire de cette façon ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense qu'il y a déjà, il y a plein de besoins qui sont évoqués. Donc si on prend le besoin, par exemple, de la santé, effectivement, le bio peut répondre éventuellement à certains besoins sur la santé. Après, il y a certains champignons qu'on peut retrouver dans des légumes bio qui ne sont pas bons pour la santé. Au même titre qu'on peut utiliser du conventionnel à des doses qui sont tellement infimes et qui permettent de contrôler, de produire en plus grande quantité sans pour autant consommer des pesticides. Donc il y a des labels qui sont en train de se mettre en place. Enfin, je ne suis pas là pour vendre quel que soit le label, mais dans l'idée, c'est qu'il y a des gros... il ne faut pas être binaire, il ne faut pas dire soit conventionnel, soit bio. Et donc du coup, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Après, il y a aussi d'autres besoins. Donc on a dit le la santé. Il y a le besoin de l'environnement, donc l'environnement, la planète, donc ça c'est important, on parle de l'emballage, il y a aussi d'autres solutions, il ne faut pas oublier que parfois l'emballage peut être un bon facteur de conservation. Par exemple, je dis une bêtise, le chou de Bruxelles aujourd'hui, si on ne l'emballe pas, il ne va pas conserver aussi longtemps que s'il est emballé avec des films très spécifiques. Alors aujourd'hui, on peut utiliser des films recyclables, donc ça rentre dans l'économie circulaire aussi, donc ça peut répondre à un besoin. Après, il y a différents besoins. On parlait du prix. Il y a quelqu'un qui évoquait comme quoi le prix, c'était important pour lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le bio aujourd'hui est cher. Alors, le constat il est assez simple. Sur de la pomme de terre, il faut dire qu'en conventionnel, on arrive à produire à peu près 50 tonnes ou 60 tonnes à l'hectare. En bio, cette année, la moyenne était de 20 tonnes. Donc forcément, là, ce qui n'est pas abondant est forcément cher. Mais donc du coup, effectivement, il ne faut pas être binaire. La pomme de terre, aujourd'hui, on peut produire de la pomme de terre sans résidus de pesticides et on peut produire aussi de la bonne pomme de terre bio. Mais il y a deux modèles, il ne faut pas les affronter. Je pense qu'on est tous là aussi pour constater ça. On n'entend que bio, bio, bio. Moi, je suis partisan du bio, mais je me dis qu'il y a aussi énormément d'agriculteurs qui vivent sur le conventionnel et qui sont aujourd'hui en train d'utiliser des méthodes techniques, vraiment des outils qui permettent d'utiliser vraiment le pesticide s'il y en a besoin. Au niveau des engrais, pareil, on fait des cartographies de sol, on fait des analyses de sol. On utilise vraiment l'agriculture conventionnelle maintenant comme une agriculture banale, alors qu'elle est forcément en train d'avancer et en train d'évoluer. D'accord, donc il faut faire cohabiter les deux modèles, enfin les multiples même, il y en a beaucoup plus que deux, oui. Allez-y, la jeune femme au premier rang. Bonjour.
Alors, je m'appelle Maëlle, je suis étudiante en droit, j'ai grandi en Picardie, donc la campagne, je connais, il n'y a que des personnes qui cultivent, voilà, donc j'étais la seule fille qui était née en 97, donc vous inquiétez pas, je connais. C'est pour vous dire que j'ai aussi voyagé, je suis partie à Taïwan cet été, qui est une île qui se trouve en Asie, en dessous de la Chine, et j'ai mangé en Asie. Voilà, j'ai vécu 1 mois, et je peux vous dire qu'ils sont beaucoup là-bas, et qu'ils mangent très très bien. Alors pourquoi ? Parce que voilà, il y a le soleil, les fruits, etc. Et c'était délicieux. Moi, je pense qu'en France, on a des sols, et plus qu'eux, et qu'on les utilise, mais au final, on importe beaucoup trop. Je pense que si on faisait des circuits courts, déjà, ça faciliterait les choses au niveau du prix et de la qualité. Je pense qu'on pense trop justement à manger des fraises, comme vous disiez, en décembre, alors que ça, c'est un manque d'éducation. Je suis désolée, quand j'appelle ma mère et que je dis je mange des fraises en décembre, elle m'engueule. Je vous le dis tout de suite. Donc déjà, si on éduquait un petit peu mieux les gens et qu'on pensait un petit peu plus à la planète Terre, à ce qui est normal, parce que la normalité, c'est manger des fruits de saison, je pense qu'on pourrait manger en quantité et de bonne qualité. On est un pays intelligent, riche, et utilisons cette richesse et cette intelligence en se focalisant sur les circuits courts et sur nos terres. Parce que voilà, agriculture. Vous allez répondre oui, je pense, mais est-ce qu'on peut répondre à la question qui a été posée par madame et monsieur de produire pour tous, vraiment, que tout le monde ait accès à de la nourriture de qualité? Moi, je pense qu'on peut produire pour tous. À côté de mes études, je fais partie d'une association qui aide les SDF. Donc à Lille, il y en a beaucoup d'ailleurs, c'est une catastrophe. On leur fait des sandwichs, on leur donne de l'eau, etc. On fait nos sandwichs nous-mêmes. On récolte assez de sous pour mettre des tomates dans leurs sandwichs, de la salade. Je pense qu'on peut tous se nourrir. Il faut juste s'entraider et arrêter de gâcher, tout simplement. Moi, ça me dérange pas de manger une patate ou une pomme toute pourrie parce que j'en ai dans mon jardin. Les pommes avec des vers, tu coupes la partie avec le verre et puis basta, quoi. Faut arrêter de faire des chichis et dire qu'il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit brillante comme la pomme de Blanche-Neige. Voilà, désolée. Moi, voilà. Qui a le pouvoir là-dessus ? C'est les citoyens, c'est l'État, c'est la grande distribution, les agriculteurs. Je vais vous dire comme on m'a toujours dit, j'ai pas le droit... Enfin, par exemple, c'est simple. Mon père me dit, si tu arrêtes d'acheter du sopalin au supermarché, ils vont arrêter de produire du sopalin. Donc nous, arrêtons de manger des fraises en hiver, ils vont voir que ça va leur faire perdre de l'argent, et il y aura plus de fraises au supermarché en hiver. C'est simple. C'est nous, de toute façon, c'est simple, c'est le nombre. C'est le nombre qui gagne. On est plus en population ou en personnes qui décident? Ok, merci. Voilà, étudiante en droit. Non, je rigole. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Laure. Je ne suis pas très jeune. J'ai fait des études d'ingénieur agronome. Donc, en plein dans l'époque, comment produire plus? Je pense que je travaille beaucoup avec des agriculteurs. Et je pense qu'on néglige complètement. On est assez binaire, effectivement. C'est blanc, c'est noir, c'est bien, c'est mal. Or, moi, je constate que les agriculteurs vont de plus en plus vers le raisonné, vers le raisonnable. Alors que le consommateur est de plus en plus extrémiste. Lui, il n'est plus du tout raisonnable. Et moi, j'ai quand même appris pareil avec mes parents, avec mes grands-parents. Quand on me dit qu'on va revenir à l'agriculture de mes grands-parents, moi je suis vert de trouille, j'ai une arrière-grand-mère qui est morte d'aller chercher de l'eau au puits parce que c'était trop loin et qu'elle le portait sur ses épaules. Je suis désolée, ça me fait pas envie. Et la santé, je comprends pas complètement. Il y a eu des scandales. Les scandales, c'est les fraudeurs. Les fraudeurs, il faudrait effectivement les sanctionner. Mais globalement, on vit tous mieux. Je pense que l'alimentation, elle ne nous empoisonne pas tous les jours. Et je pense que la santé, c'est aussi un tout. C'est-à-dire... combien d'heures je passe devant ma télé? Combien d'heures je fais du sport? Combien d'heures? Quelle quantité je mange? On constate que les gens mangent moins que nos grands-parents, et c'est un bien, parce qu'on a beaucoup moins d'activité physique, et c'est ça qu'on ne sait pas réguler, parce qu'on a des habitudes de manger plus, alors qu'on bouge moins. Et il faut réapprendre, je pense, dans les écoles, dans les cours de cuisine, rien n'est mauvais. Dans un supermarché, rien n'est mauvais. Ce qui est le poison, c'est la dose. Si on gave ses enfants, effectivement, c'est pas bon et ça sera jamais bon. Hein. Ok, merci beaucoup. Vous voulez réagir? J'ai vu, ça vous a fait réagir. Non, vous avez levé la main. Non, allez-y, réagissez. Bonjour, moi c'est Maëlle, je suis en 2e année de sciences politiques aussi. Vous aussi, vous êtes venu un groupe? Oui, on est vous êtes 3. Oui. Du coup, moi je voulais surtout réagir sur...
On parle beaucoup d'éducation à droite à gauche sur, en gros, on va passer le relais, on va faire tous des petits pas à droite à gauche. Sauf que il y a tout un aspect où on n'a pas forcément le temps. Alors monsieur disait tout à l'heure, on avait déjà du mal à nourrir tout le monde. Il y avait pas mal de personnes qui étaient dans le besoin, on peut pas le nier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à un moment donné, on parle de l'érosion des sols. C'est pas un mythe, c'est un fait, et c'est de pire en pire. Et ça, c'est entretenu notamment par la monoculture. Il faut le savoir. La monoculture, ça abîme énormément et en fait, ça limite la production. En fait, alors après, il y a plein de méthodes différentes. Je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est pas forcément le débat ici. Mais il y a plein d'autres manières de produire qui permettent de produire plus et d'avoir des meilleurs rendements dans les sols. En dehors de la question de bio ou non bio, ça c'est pas forcément. Et donc en fait, c'est beaucoup plus complexe. On peut pas juste dire on va passer du conventionnel au bio parce qu'en fait le bio des supermarchés c'est à peu près pareil. Enfin après ça reste mon point de vue. Mais du coup allez-y, finissez. Du coup la solution aussi de manger local est vachement important. Et il y a la question aussi des grosses firmes d'agriculteurs. Il y a une chanson que j'écoutais quand j'étais petite qui disait 3 petites fermes valent mieux qu'une grande, mais pourquoi qu'on me les ferme ? Moi, je me demande. Qui, en fait, dénonçait les grosses firmes qui coupaient l'herbe sous le pied aux petits producteurs et qui, en fait, avaient ces conséquences-là qu'on voit aujourd'hui. On ne va pas refaire un dessin. Et ce problème-là, il a des conséquences énormes. Vous avez pu voir le taux de suicide chez les agriculteurs qui a énormément augmenté. Et c'est pas que de notre faute, mais on peut pas forcément tout faire non plus. Il y a juste un grand pas à faire et pas grand monde n'est prêt à le faire. D'accord. C'est un grand pas vers quoi ? Parce qu'on ne veut pas revenir à l'agriculture de nos grands-parents. C'est quoi le modèle agricole de demain, l'alimentation de demain ? Comment vous la voyez, vous, si on doit se projeter ? Je pense que moi, toute seule, je peux pas en dire grand-chose, ni en faire grand-chose, mais je pense qu'il faut faire attention. Le local, c'est énorme, c'est vachement important. Moi, je favorise également l'alimentation de saison. Et après, sur le modèle économique, c'est un modèle économique à questionner. Après, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Ouais, vas-y, Christophe. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Christiane, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en sanitaire et sociale. Et j'aurais une question, en fait. C'était pour savoir, en fait, c'est quoi qui nous prouve que le bio, c'est naturel et que c'est bien pour la santé, en fait ? Pourquoi vous posez cette question ? Parce que, moi, comme l'a dit le garçon et un garçon dans le reportage, je trouve que c'est un label, en fait. Je sais pas... Et ça vous... Qu'est-ce que vous vous dites ? Que c'est pareil, justement, que les produits chimiques. D'accord. Bon, alors le bio questionné, oui, c'est vrai que c'était questionné dans l'enquête, on l'a encore entendu tout à l'heure, enfin, ça dépend du cas. Après, monsieur voulait réagir aussi. Il y a madame, et après, il y a monsieur. Allez-y. Bonjour, Christine Lefortry. Moi, je suis agricultrice à Bousbecq. C'est à 17 km d'ici. Donc, je suis installée avec mon mari sur une ferme de polyculture vache laitière. À deux, nous avons 70 hectares de petits pois, betteraves, pas carottes, je ne sais plus quoi, c'est le coup, maïs, c'est tout. Et bien sûr de l'herbe pour les vaches. Et on a 80 vaches laitières. Et je fais aussi de l'accueil pédagogique. Donc je ne sais pas si 70 hectares et 80 vaches laitières, c'est une grosse ou une petite ferme. C'est au-dessus de la moyenne de la MEL, puisque sur la métropole, les fermes sont de 45 hectares. Donc je suis légèrement au-dessus, mais je n'ai pas l'impression du tout d'avoir une grosse ferme. En tout cas, j'en vis difficilement. Je fais aussi de l'accueil pédagogique et je peux vous dire que je suis très surprise de voir les enfants déjà que je reçois de l'île Roubaix-Tourcoing qui ne savent pas qu'à moins de 20 km de chez eux, il y a une exploitation comme la mienne qui produit leur alimentation. Donc, et puis qui ne savent même pas ce qu'on fait avec ce qu'il y a dans la terre. Je leur montre les pommes de terre, je leur dis qu'est-ce qu'on va faire avec ? Ils ne savent pas. La purée, ils ne savent pas comment on la fait. Le pain, ils ne savent pas comment on leur fait. Je leur montre le blé, je dis on va faire du pain. Ils n'en ont jamais vu, ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc je crois qu'il y a une grosse éducation à faire. Ça passe par qui ? Ça passe par quoi ? C'est quoi ? Par la maison, mais aussi par les écoles, quoi, parce qu'il faudrait bientôt apprendre à cuisiner. Parce qu'il n'y a plus personne qui sait cuisiner, même la base. Une purée, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui font encore la purée eux-mêmes, ou même les frites.
Mais moi, je suis stupéfaite parce que, mais je vous assure, je reçois des classes tous les jours. Par exemple, on fait du beurre. Déjà, le beurre, c'est magique. Mais après, ils ne savent pas faire leurs tartines. Ils ont 12 ans, ils n'ont jamais fait une tartine. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous mangez le matin ? Des biscuits. C'est plein d'additifs, des biscuits. Je trouve qu'une tartine beurrée, c'est nettement meilleur. Mais ils n'en ont jamais fait. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir. D'accord, merci beaucoup. Oui, Madame non, allez-y, vous avez le micro, allez-y. Donc, bonjour, moi je m'appelle Le Pauline. bébé d'or, donc c'est bon. Comment non, il est ma là-bas. maman qui s'en Ok, occupe. allez-y. Donc moi je suis la 4e génération d'une entreprise familiale, donc j'ai venu avec ma maman et on vend des pesticides. Donc là tout le monde aïe. Attention, voilà. Non, justement on est là pour échanger, donc c'est très bien que vous soyez là. Et en fait je voudrais juste un peu rappeler ce que c'est un pesticide. Un pesticide c'est le médicament de la plante. Donc quand on dit arrêtons les pesticides, je me dis il faudrait s'imaginer ne plus avoir de médicaments quand on tombe malade, c'est-à-dire qu'on coupe tous les médicaments. Et une plante, c'est pareil, elle a besoin, je pense, d'être soignée quand elle est malade, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin de... Voilà, donc le bio, moi, je ne suis pas contre parce qu'on a des clients qui sont en bio, on a des différents types d'agriculture qui se développent aujourd'hui et je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux agriculteurs parce que c'est vraiment leur métier, ce sont leurs terres, donc je pense c'est leur outil de travail, ils ont besoin de cet outil pour travailler, donc je pense qu'ils en prennent vraiment le plus grand soin. Et il faut arrêter de vouloir manger que du bio, parce qu'il n'y a pas que le bio, et l'agriculture conventionnelle est très, très, très bonne. On a, je pense, très peu de scandales sanitaires ces dernières années, et je pense que c'est grâce à la sécurité dans le monde agricole. Voilà. Comment vous expliquez que ce soit une question si présente, du coup, dans les débats, dans l'enquête, dans les débats qu'on voit un peu partout? Je pense qu'il faut... c'est vrai que, comme je ne sais plus qui disait, on est une minorité face à la population, et il y a beaucoup de journalistes qui parlent pour vendre... Alors, je ne suis pas contre le journalisme, parce que c'est grâce à eux qu'on se fait entendre aussi, mais c'est vrai que on entend beaucoup de choses dans les médias qui font vendre des journaux, qui font des scandales, parce que c'est comme ça qu'on va parler d'eux. Je pense qu'il faut aussi faire le tri un peu dans ce qui est dit. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui prouvent le contraire de ce qui passe beaucoup dans la presse, et en fait ça se sait moins, ça circule un peu moins. Donc c'est vrai qu'on est allé trop loin, je pense. L'agriculture de nos parents est peut-être allée un peu trop loin, sauf qu'aujourd'hui la science nous fait avancer aussi, et elle nous fait avancer dans le bon sens. Moi j'ai des jeunes enfants, je les nourris, je leur fais des purées avec des produits locaux, et voilà, j'achète un petit peu de bio aussi, mais je n'achète pas que du bio, et je nourris mes enfants avec des purées de carottes, des purées de brocolis, avec des produits locaux autant que possible. Et je ne leur achète pas de fraises en hiver. Et voilà, donc je voulais juste dire que moi, je fais partie des jeunes. Je vends des pesticides, certes, mais faites confiance aussi à la profession. Et même dans la profession, on a envie de changer les choses. Et voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Allez, on continue. Allez-y, je ne sais pas où est le micro, allez-y. Bonjour, donc je travaille dans une association qui s'appelle AproBio pour la promotion et la sensibilisation à l'agriculture biologique. Donc forcément, vu votre question, je me permets d'intervenir pour répondre, puisque mon métier est de faire la sensibilisation et l'explication sur ce que c'est l'agriculture biologique. Donc voilà, quand des fois on intervient dans les lycées, on pose la question, nous aussi, est-ce que vous savez ce que c'est le bio, qu'est-ce que c'est? On a parfois des réponses à l'inverse de ce que ça devrait être. Bio égale chimique, parce que bio égale biologie, les cours de SVT égale physique, chimie égale produit dégueulasse, et voilà. Et bien c'est tout l'inverse. L'agriculture biologique, c'est finalement une agriculture logique. Voilà, vous parliez des médicaments. L'agriculture biologique, elle réfléchit autrement. Elle réfléchit pas à attendre d'avoir besoin du médicament. Elle réfléchit à comment on fait pour ne pas avoir besoin du médicament. C'est vraiment le préventif avant le curatif. C'est-à-dire, on réfléchit comment prendre la logique naturelle à la fois pour la plante ou pour l'animal, pour ne pas avoir besoin de mettre des produits chimiques, que ce soit produits phytosanitaires, que ce soit médicaments sur les animaux, ou additifs alimentaires, parce que si on veut un yaourt avec des pépites de chocolat croustillantes à l'extérieur mais fondantes à l'intérieur, on se rend bien compte qu'il y a besoin de quelque chose un petit peu chimique dedans pour que ça fonctionne, parce que moi, quand je jette un carré de chocolat dans mon yaourt, ça donne pas du tout ça. Donc effectivement, l'agriculture biologique, c'est de la production
à la consommation, il y a différents cahiers des charges à respecter. Donc, et les transformateurs et les distributeurs, parce qu'on parle beaucoup des producteurs et de la terre agricole et on met beaucoup le point sur eux. Mais il y a aussi tout le travail des transformateurs bio et des distributeurs bio qui permettent de garantir aux consommateurs, et c'est vraiment ça l'intérêt d'un label, c'est de garantir aux consommateurs que toutes les étapes ont été respectées et que le produit ne contiendra donc pas de produits phytosanitaires, de médicaments et autre chose. Voilà, après, je peux débattre des heures, mais... Ouais. Il y a monsieur qui voulait réagir, là, juste au deuxième rang, oui, à côté du... Allez-y, derrière, oui. Bonjour, Thierry, donc agriculteur dans le Pas-de-Calais. Je vais peut-être pouvoir faire la synthèse un peu entre la chimie et puis AproBio, étant donné que je suis agriculteur en conventionnel et partie en conversion bio. Donc je pratique les deux activités. J'ai commencé sur une agriculture de conservation, donc on parlait tout à l'heure de raisonner. C'est une forme d'agriculture qui réfléchit. De toute façon, en tant qu'agriculteur, on a des implications. On ne va pas, j'allais dire, jeter de l'argent par la fenêtre, et donc pas du produit parce que ça coûte cher aussi. Donc on essaye de raisonner au mieux. On essaye de répondre aux attentes aussi des consommateurs et surtout de la grande distribution et de la transformation qui est entre les deux. Donc c'est vraiment très compliqué pour nous parfois d'essayer de répondre à ces attentes, parce que, je prends un exemple, on fait de la salade. Le distributeur ne va pas s'inquiéter de savoir si telle semaine il a fait froid, donc il y a moins de production, il va devoir attendre un peu plus. Lui, c'est en fonction de son marché, il va faire une promotion, il balance, et puis après c'est à nous à produire et à mettre en face. Et de temps en temps, il peut y avoir des creux. Donc ça, c'est toujours la complexité des choses. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je suis impressionné par, les questions qui ont été posées, et surtout les réponses qui ont été données par les jeunes, par la lucidité qu'il peut y avoir, et aussi par le fait que nous, agriculteurs, on a toujours l'impression d'être stigmatisés, alors que là, on se rend compte que, en général, l'agriculture est quand même très bien vue. Donc je voulais vous remercier aussi, parce que ça fait du bien de l'entendre. Et c'est vrai que c'est particulier d'arriver à discuter avec des gens qui sont utilisateurs de nos produits, alors qu'on a trop d'intermédiaires, on a trop laissé d'écart entre nous et l'acheteur. Il faut qu'on communique plus, c'est pas forcément évident. Et puis il faut que vous regardiez aussi ce qu'on fait. Monsieur l'a dit, on fait des efforts dans tous les systèmes, que ce soit en conventionnel ou en bio. La bio fait parfois progresser aussi le conventionnel, donc c'est positif dans tous les sens. Je pense qu'il faut une consommation, des produits aussi pour chaque utilisateur. Merci. Merci beaucoup. Vas-y, allez-y, au fond. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Archibald et j'ai 14 ans. Il a été dit que le bio était cher, mais je trouve que la santé n'a pas de prix et qu'il y en a qui sont capables d'acheter un paquet de cigarettes à 10 € et préférer d'acheter ça à des produits bio pour leur santé. Après, je pense que l'État devrait plus participer et aider les agriculteurs en termes d'économie, car comme ça, il y aurait beaucoup plus de production biologique, et donc ça permettrait de produire beaucoup plus et que le bio soit accessible à tout le monde et que ça soit moins cher. Ok, merci beaucoup. Allez, on continue. Bonjour, moi je m'appelle Perrine, je suis à l'ISA, donc école d'ingénieur agronome à Lille. Moi, sur la question de l'alimentation, ce qui me pèse, c'est surtout le consommateur. Parce que oui, on réfléchit et on essaie de trouver des solutions, mais je pense que c'est nous qui sommes les premiers à avoir un impact. Et donc parfois, ça m'énerve parce que en fait, nous, pour moi, on est un peu l'élite parce qu'on arrive à réfléchir, on est conscient qu'il faut changer, mais la majorité des gens, je pense qu'ils n'ont pas conscience et tout ce qu'ils veulent, c'est se nourrir, c'est répondre à la qualité. Et donc, c'est ça aussi qui est parfois décourageant parce que même si moi, à mon échelle et par mon éducation, je vais essayer de faire des efforts, je me dis, mais à quoi ça sert? Parce qu'à côté, même mes amis, et j'essaye de les convaincre, ils suivent pas ma logique. Donc je vais continuer parce que, j'ai envie d'avoir un impact, mais est-ce que vraiment ça va changer les choses? Je sais pas. Et pour répondre aussi à la... Merci beaucoup d'être venus. Ils doivent repartir à cette heure-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci, au revoir.
Il devait repartir à 1h précise et rentrer, donc voilà, il ne pouvait pas attendre. Restez avec nous jusqu'au bout. Allez-y. Et donc, je pense que c'est en effet l'éducation qui est vraiment primordiale pour vraiment toutes les classes sociales de la France. Et puis par rapport à la qualité, donc moi, voilà, j'ai plutôt une éducation dans le bio ou le local, etc. Et là, on a eu de la chance, on est plusieurs de l'ISA, on a eu de la chance d'aller à la ferme pendant 3 semaines, faire un stage. Et en fait, donc moi, j'étais dans une ferme aussi avec des cultures pas bio. Et j'ai réalisé qu'en fait, faire du bio, ça doit tellement être difficile parce que quand on doit récolter du maïs en grande quantité, comment on fait quand il y a des insectes? Bah là, l'agriculteur, il n'a pas eu le choix. Le soir à 21h, il allait mettre de l'insecticide parce que sinon toute sa culture allait mourir. Donc même si je suis pour le bio, concrètement, comment faire? Et puis c'est pas lui qui va trouver la solution parce que c'est pas son travail de trouver les solutions. Lui, son travail, c'est de cultiver. Et donc c'est vraiment difficile. Donc beaucoup de questionnements pas forcément des solutions. Qui peut trouver les solutions? Comment on peut les trouver ces solutions? À mon avis, c'est les chercheurs, du coup les scientifiques. C'est eux qui ont les connaissances, mais voilà, je n'ai pas plus de réponses pour le moment. Merci beaucoup. Allez-y, on continue. Il y avait plusieurs mains levées tout à l'heure. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de jeunes ce soir. Oui, il y a beaucoup de jeunes. Allez-y, c'est pas une réunion de jeunes, on peut tous. Moi, je suis étudiant en histoire. Voilà, donc j'ai 20 ans. Et j'avais envie de revenir sur une notion qu'on a entendue tout à l'heure de transition agricole, transition environnementale. Enfin, on parle beaucoup de transition écologique en ce moment, de toute façon. Comme monsieur agriculteur disait tout à l'heure, il est en conversion de passer du conventionnel à du biologique. Alors c'est comme ça que vous dites, de toute façon, du conventionnel au biologique. Et donc voilà, à mon avis, c'est vers ça qu'il faut tendre aujourd'hui pour essayer d'améliorer la qualité et aussi par ce moyen la quantité. Il y a aussi d'autres points qui sont importants là, qui me viennent en tête. On a beaucoup de diabolisation de l'utilisation des pesticides, comme disait Madame, que c'est à mon avis dans les médias qu'on voit beaucoup ça. On oppose biologique et traditionnel et santé et toutes les problématiques qui peuvent y avoir avec les maladies. Et à côté, une sacralisation du bio avec un effet de mode aussi qui s'est installé depuis pas mal de temps, où voilà, il y a carrément il y a un moyen de prouver socialement où on se positionne dans l'alimentation, parce que ça peut devenir marqueur de statut social, le biologique aujourd'hui, de toute façon. Et ça me permet aussi de parler de l'inégalité sociale et économique qu'il y a sur l'alimentation. On parlait du bio trop cher ou des produits de mauvaise qualité qui sont bon marché. Donc tout le monde ne peut pas se permettre de bien se nourrir. Et voilà, ça me semblait important de revenir là-dessus. Donc voilà. Mais du coup, à quelles conditions on peut bien se nourrir, à quelles conditions faire de la quantité, que tout le monde y ait accès? Il y a une nécessité d'investir massivement dans l'agriculture, dans la transition agricole aujourd'hui, de toute façon. Et donc voilà, a priori... c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et, madame et monsieur, c'est ça. Madame d'abord. C'est là, non? Vous avez le là? Oui. Vas-y. Bonjour. Moi, je m'appelle Aude-Marie. J'interviens dans le film à quelques moments. Donc, on parle beaucoup du bio. J'ai l'impression que c'est ce qui ressort le plus là ce soir. Le bio, le pesticide. Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas qui est la dame qui vend les pesticides. Elle est derrière vous. Voilà. Oui. Mais je trouve ça un peu gonflé de dire que vous vendez des pesticides, mais qu'à côté de ça, vous achetez quand même du bio pour faire de la purée pour vos enfants. Si finalement le pesticide n'est juste que le médicament. Chut, attendez, on s'écoute. Une seconde. Attendez, monsieur, je vous donne la parole après. Juste, on laisse finir madame. Oh, c'était juste le point. Après, je diabolise pas non plus le pesticide, mais par contre, on peut pas dire que pourquoi c'est gonflé? Il n'y a pas de raison de pas vouloir acheter de pesticides et en même temps de dire j'achète pour mes filles. Madame, juste attendez, je vous donne la parole juste après. Pourquoi c'est gonflé? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les deux, acheter du bio mais acheter de l'agriculture conventionnelle, la produire et en même temps acheter du bio? Pourquoi c'est gonflé en fait? C'est ça que c'est gonflé parce qu'on vient nous dire en face que il n'y a pas de raison de ne pas acheter de pesticides parce que finalement on n'enrobe ça que dans le médicament d'un légume ou d'une plante.
Mais en même temps, si c'est que médicament, pourquoi se poser la question d'acheter du bio? Pourquoi on n'achète pas, alors dans ce cas-là, quelque chose qui n'est pas bio? En fait, c'était pas pour ça que j'intervenais. C'était juste la petite parenthèse quand même derrière. Mais parce qu'en fait, on parle beaucoup du bio, mais on parle jamais de l'emballage. Et c'est quand même, moi, dans mon quotidien, c'est quand même hyper important. Pourquoi c'est un sujet aussi important, justement? Parce que c'est aussi du gaspillage, en fait. Aujourd'hui, la nourriture, elle fait des kilomètres et des kilomètres pour atterrir dans nos assiettes. Donc, il y a vraiment un questionnement qui se fait sur comment on achète notre nourriture, où est-ce qu'on l'achète, dans quel périmètre autour de chez soi. Et ce périmètre-là, il va définir aussi comment est emballée notre nourriture. Alors, il y avait le monsieur qui parlait des choux de Bruxelles. Donc, forcément, pour un industriel, avoir un emballage, ça sécurise la pérennité d'un produit, donc sa durabilité, et que c'est plus facile pour le consommateur d'acheter ce produit-là parce que voilà, d'un point de vue économique, il reste plus facilement dans le frigo ou plus facilement dans le placard. Mais je pense que l'emballage est effectivement un sujet sur lequel on ne parle pas assez et qui est pourtant hyper important dans la nourriture. Je pense que, à part les fruits et les légumes qu'on peut trouver sur le marché ou la viande, tout est emballé, mais c'est fou, quoi. Enfin, trouver des rayons où on se sert comme ça, là, en vrac. Il n'y en a pas beaucoup qui existent. C'est souvent dans les Biocoop ou ce genre de magasins. Dans les grandes surfaces, on trouve quelques rayons, mais on ne trouve pas tout forcément. Donc il y a aussi cette question-là qui n'est jamais abordée, en fait, et qui est quand même importante. D'accord, le gaspillage et l'emballage, pardon. Voilà. Pas le gaspillage. Que derrière, mais allez-y. J'ai pas bien compris qu'est-ce qui était gonflé. C'était moi, en fait, le ticket. C'est pas maman, mais on se ressemble peut-être. C'était le médicament de la plante et qu'on n'avait pas à diaboliser le pesticide, nos consommateurs, parce que c'est ce qu'on faisait. Et d'un autre côté, vous nous dites, moi, pour mes filles, je fais de la purée et je fais à la fois des achats. Vous achetez aussi du bio. Et là, c'est incohérent pour moi. Mais en fait, je suis pas contre le bio. Je suis pas pour le bio non plus. Je suis en fait pour tous les types d'agriculture et pour faire confiance aux agriculteurs dont c'est le métier. Alors, qu'est-ce qui vous détermine dans le choix d'un produit bio ou pas bio? Prenez pas ma place quand même. Je plaisante. Quand même. Allez-y, finissez votre question et après rendez le micro parce que. Qu'est-ce qui détermine? C'est la proximité. C'est sur une patate, par exemple, au supermarché, il y a le choix du bio, le choix du pas bio. Qu'est-ce qui détermine votre choix? C'est ce que je disais. Je pense qu'en effet, on est allé probablement trop loin dans les générations passées. Aujourd'hui, on est en train de changer un petit peu ce mouvement. Et c'est sûr que l'agriculture biologique utilise moins de pesticides. Après, dans les produits biologiques, il y a un petit peu de phyto quand même. On parle du glyphosate, mais il y a des produits qui sont plus dangereux que le glyphosate. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une vraie prise de conscience qui est en cours, et je pense que ça se fait pas du jour au lendemain. Quand on dit qu'il faut arrêter le glyphosate dans les 3 mois à venir, c'est pas possible. Aujourd'hui, on met beaucoup d'agriculteurs dans la merde, entre guillemets. Mais voilà, moi je suis pour faire confiance aux agriculteurs dans ce métier. C'est juste mon voilà. Ok, merci beaucoup. Il y avait monsieur. On ne peut pas se couper de. Bon, un tout petit mot. Après, il y a monsieur qui attend depuis un tout petit mot comme donc, ça. Donc, excusez-moi. Clore le débat des. Donc, je travaille dans une entreprise qui s'occupe de commercialisation de pommes de terre. Tout d'abord, je voudrais dire que un produit de qualité, pour moi, ce n'est pas forcément un produit bio, à loin près. On commercialise des pommes de terre avec des agriculteurs qui font une culture raisonnée, et on a le sentiment de commercialiser des pommes de terre de qualité, sans résidus, ou avec le minimum de résidus. Ce qui me gêne également, c'est qu'aujourd'hui, on veut opposer plusieurs agricultures. Pour moi, le débat n'est pas là. Il y a plusieurs types d'agriculture qui sont complémentaires. Il y a le bio, il y a le producteur qui vend sa production localement, et il y a le conventionnel. Derrière le conventionnel, il ne faut pas oublier qu'il y a une industrie agroalimentaire, en France qui est largement exportatrice. Je pense que la France a une balance commerciale qui est suffisamment déficitaire. Si on lui enlève encore les produits agricoles, je ne sais pas de quoi on vivra demain.
une dernière chose dans le domaine dans lequel je travaille. Ce que je regrette depuis 15-20 ans, c'est qu'on a toujours cherché à éduquer le consommateur pour acheter avec ses yeux. Et c'est vrai que dans le domaine de la pomme de terre, aujourd'hui, le consommateur achète avec ses yeux. Il n'achète plus une pomme de terre parce qu'elle est bonne, il l'achète parce qu'elle est belle. Et aujourd'hui, on s'étonne que les carottes un peu déformées, on les met au bac. Les pommes de terre qui sont un petit peu crevassées, on les met au bac. On a éduqué le consommateur depuis 20 ans dans ce système-là. Chacun a le droit de se nourrir comme il veut, chacun a le droit de choisir ce qu'il veut pour s'alimenter. Mais aujourd'hui, on jette beaucoup trop, on gaspille beaucoup trop. Voilà ce que je voulais juste, dire. Attendez, je vous prends Oui. sur ce que vous disiez avant, le modèle économique de la France qui l'a fait exister, qui l'a fait exporter, ça passe par l'agriculture conventionnelle. Est-ce que dans l'avenir, vous vous dites que ça passe nécessairement par cette agriculture-là, ce modèle-là, ou est-ce qu'on peut imaginer autre chose, comme on l'entend là? On entend les jeunes qui disent la France doit être un modèle là-dedans, elle doit être un exemple, elle doit inventer quelque chose de nouveau qui lui permet justement de garder cette puissance économique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on vous dit agriculture conventionnelle, c'est péjoratif. Non, je regrette aujourd'hui, l'agriculteur, aujourd'hui, il utilise des produits phytosanitaires uniquement si c'est nécessaire. Je prendrai pour exemple la lutte contre le mildiou de la pomme de terre. Monsieur, là-bas, tout à l'heure, disait, en conventionnel, 50 à 60 tonnes de rendement hectare, en bio, 20 tonnes de rendement hectare. Il faut savoir que pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre, les agriculteurs s'aident de modèles divers préconisés par diverses sociétés pour ne traiter que si vraiment c'est indispensable. S'il y a un risque de contamination de mildiou, on n'utilise pas des produits phytosanitaires pour son plaisir à loin près. Ça coûte beaucoup trop cher. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus éduqués pour produire un produit de qualité avec le minimum de pesticides. Ok, merci. Alors, il est 8h20, donc on va prendre encore 5 minutes peut-être, mais on va essayer de conclure tous ensemble, parce que je pense que, voilà, alors là, du coup, il y a plusieurs mains qui se lèvent. On va prendre encore 4-5 interventions, et puis on va quand même s'acheminer vers la fin, même si ce n'est pas la fin. Encore une fois, il y en a d'autres, des débats. Bon, vous n'allez peut-être pas vous déplacer à Sarre-Union le 10 juillet, mais bon, on ne sait jamais. Et puis, il y a évidemment le 19 novembre à l'Open Agri-Food, on vous attend. Pardon ? Oui, il y a encore... Il y en a combien en tout? Ça a l'air... Allez-y, levez la main et on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà. Allez, c'est les derniers. Okay, par contre, du coup, on essaye d'être court pour rester tous ensemble, pour conclure ensemble. On redonnera la parole, évidemment, à Florence Duprat. Allez-y, court. Donc, Denis, vieux cadre en restauration collective, bientôt jeune retraité. Donc, forcément, ça m'implique beaucoup parce que j'ai vu tout ce... Et je suis membre d'Emmaüs, pour monsieur. Pour vous dire que je suis un peu concerné par ce qui se passe, que j'ai vu toute cette évolution. En passant, j'ai vu arriver des quarts de bœuf au milieu hospitalier. Maintenant, on voit arriver les choses cuites. Donc, on voit toute cette évolution qui est quand même assez impressionnante. Alors, deux choses qui sont importantes à mes yeux, c'est que l'éducation, c'est vous, les jeunes, qui allez faire que demain, ça peut bouger. Et surtout, prendre conscience que c'est vous qui pouvez faire bouger les choses, à la fois dans le durable, comme disait mademoiselle, dans le circuit court, parce que opposer le bio et le conventionnel, comme disait monsieur, je suis tout à fait d'accord avec lui pour les pommes de terre, parce que je suis un fervent mangeur de pommes de terre, c'est qu'on ne peut pas faire que les deux s'opposent. Simplement, on a besoin des deux, à la fois pour la production en quantité, parce qu'il y a des gens, comme disait monsieur à juste titre, qui ne mangent pas, et ça, il ne faut peut-être pas y penser aussi. Ceux qui ont la chance, comme moi, de pouvoir acheter du bio, et j'en achète très peu, mais j'en achète aussi comme tout le monde, parce que le glyphosate fait peur à tout le monde, il ne faut pas se cacher les yeux non plus. C'est bien vous, les jeunes, mais il faut reprendre des choses comme communs, c'est-à-dire nous, les vieux. On nous a appris à manger de saison, ça vous avez oublié, mais vous avez été formatés aussi pour ça. Les gens aussi, les jeunes, ne savent pas, comme disait madame, ce que c'est qu'un poulet, ce que c'est qu'un œuf, ce que c'est qu'une poule. Et ça, on ne peut pas en vouloir. Si, on peut en vouloir aux parents. Au lieu de regarder la télé ou leur smartphone, il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais ça aussi, c'est l'évolution. Donc j'arrête là-dessus.
Les jeunes, vous avez de quoi faire. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Allez-y. Donc bonsoir, moi je m'appelle Caroline, je suis en école de commerce. Et il y a un sujet tous les sujets étaient très intéressants, mais il y a un sujet sur lequel on n'a pas trop parlé ce soir et qui me paraît aussi important. C'est le fait d'avoir des aliments blancs et des aliments complets. Madame tout à l'heure expliquait que c'est vrai que c'est bien d'entendre des personnes qui disent qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'acheter suffisamment de nourriture, alors qu'un paquet de pâtes blanches coûte peut-être 1,5 fois moins cher qu'un paquet de pâtes complètes, mais il faut savoir qu'un paquet de pâtes complètes, on pourrait en manger presque 2 fois moins, tellement ça nourrit bien. Alors certes, c'est un peu moins sexy, en bouche c'est peut-être un petit peu moins bon, mais je pense que c'est aussi intéressant de se pencher sur ces questions, que ce soit sur la farine, sur le sucre aussi, parce que le sucre de canne, on ne le voit pas beaucoup. C'est comme si le sucre blanc était conventionnel, alors que le sucre de canne peut être mieux. Donc la farine, le sucre, le riz, les pâtes, et c'est des choses qui sont aussi importantes. Ok, merci beaucoup. Allez, alors il y avait qui ? Allez-y madame, c'était vous. Oui, bonjour. Donc moi je suis Violaine et en fait je voudrais inciter sur le fait que l'alimentation c'est de mettre quelque chose dans son corps. Alors chacun part des valeurs qu'il a au moment où il est. On parle de bio, de conventionnel, de machin. Je pense que le problème n'est pas là. Déjà, il faut réussir à mettre quelque chose dans son ventre. C'est pas donné à tout le monde. Le faire d'une façon variée parce que notre corps humain est composé de plein de bactéries qui ont besoin de plein de choses variées. Donc c'est vraiment important. Après, si on peut aller effectivement vers quelque chose qui est bon pour la santé, le moins polluant possible, etc., tant mieux. Mais chacun part vraiment de là où il est. Sa valeur, ça peut être pour soi, pour faire du lien, ça peut être pour plein de choses en fait, mais il faut vraiment partir d'où on est et aller vers le mieux possible par rapport à ce qu'on a envie, tout simplement. Pas la peine de non plus. On mange nos sentiments et c'est quand même important quand même. Merci beaucoup. Allez, il y avait. Allez-y. Ensuite, il y a Monsieur Beunier qui voulait dire un mot, et puis on va finir par vous. Vous avez presque. Bon, alors allez-y. Du coup, je parlais de l'État au début. Enfin, je pense qu'on a un rôle à jouer, mais que l'État aussi, parce que quelqu'un disait qu'une majeure partie de la France faisait pas trop attention à l'alimentation et qu'on faisait partie un peu de l'élite. Et en même temps, on disait qu'on a élu, en quelque sorte, l'État et que du coup, on peut pas trop les accuser parce qu'on les a choisis. Mais je dirais que, est-ce que, comme une majeure partie de la France s'intéresse plus à la baisse des impôts ou enfin plein d'autres choses économiques plutôt, est-ce que justement du coup l'État comme il a été choisi il fait que ce qu'il a dit, ou c'est à lui aussi de recadrer la France et de se dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour la France, de s'occuper économiquement du pays mais en même temps d'avoir un rôle sur l'alimentaire. Merci beaucoup. Allez, monsieur, madame et monsieur. Allez-y. Donc, bonjour, comme ma collègue, je suis étudiant en école de commerce. Déjà, je voudrais commencer par vous dire d'aller voter dimanche, parce que non, c'est important, parce que en fait, on parle beaucoup de ce qu'on pourrait faire à l'échelle française, on parle de l'État, on parle de nous consommateurs, mais faut savoir que les subventions qui sont données à nos agriculteurs sont décidées à l'échelle européenne par la politique agricole commune, et que malheureusement, elles favorisent plus les énormes exploitations et les fermes-usines au détriment des petits agriculteurs, et c'est quelque chose qu'il faudrait changer. Donc pour ça, c'est notre voix qu'il faut faire entendre. Et ensuite, sur un plan plus personnel, moi je trouve déplorable qu'aujourd'hui il soit plus cher de faire sa propre bolognaise plutôt que d'en acheter une toute faite avec plein de produits chimiques dedans. Et je pense que là, c'est notre rôle de consommateur qui va entrer en jeu. Certes, ça coûte plus cher, mais ça coûte plus cher pourquoi ? Parce que on est plus habitué à acheter notre bolognaise nous-mêmes, et je pense qu'il y a un effort qui est à faire par nous, consommateurs, qui va être dur, mais il faut accepter de mettre un petit peu plus du nôtre, à la fois financièrement, et à la fois au niveau de notre temps, de notre éducation, de l'éducation de nos enfants, pour qu'on réapprenne à faire à manger plutôt qu'à consommer tout prêt. Et là, on aura déjà une énorme amélioration au niveau de notre santé sans avoir besoin de faire une petite guéguerre entre le bio et le pas bio. Et vraiment, je pense que c'est ça important. Donc, l'éducation à fond et également les engagements politiques. Merci beaucoup. Alors, madame ? Oui, non, juste après, voilà.
très rapidement, parce que... Alors, très rapidement, oui. Bon, on a entendu quand même dans le reportage qui avait été fait qu'on reconnaissait qu'en France, on avait une qualité de produits donc, qui était fabriquée en France, et puis tout le monde envie la bonne bouffe, comme on dit. Je pense qu'on a une qualité... Bon, après, j'entends parler que l'État, c'est nous. Donc, je pense qu'il faut arrêter de tout mettre sur le dos de l'État. Et l'État, moi, je suis dans le métier depuis, j'ose plus dire le nombre d'années, mais quand je vois les réglementations qui nous tombent dessus sans arrêt, à tout niveau, on est en train de rendre des comptes sans arrêt. Et toutes ces réglementations, vous ne pouvez pas savoir à quel point elles augmentent aussi tout le prix de nos produits, quoi. Et je pense que c'est à nous tous à essayer de raisonner et de ne pas consommer n'importe comment. Et puis je voudrais dire autre chose aussi, quand on importe des produits et qu'on veut consommer toutes sortes de produits tout au long de l'année, on ne s'inquiète pas de savoir comment c'est cultivé ailleurs, comment c'est élevé ailleurs. Alors je trouve qu'en France, on a une façon de produire, c'est très réglementé et ça devient vraiment trop parce que ça devient pénible. On est sans arrêt en train de rendre des comptes sur tout. Mais je pense qu'on n'a pas une alimentation nulle part ailleurs aussi bonne que ce qu'on a en France, quoi. Et on ne doit surtout pas mettre contre le bio, contre le conventionnel, parce que le jour où on demandera que tout soit en bio, comme mon voisin le disait, le jour où il pleut, on ne peut pas traiter, il n'y aura pas de pommes de terre du tout, il n'y aura pas de purée, il n'y aura pas de frites. Et on s'inquiète, qu'il y a à manger pour tout le monde. Mais le jour où on voudra avoir tout bio, il y aura des insectes, il y aura ci, il y a là, et ça ne pourra pas aller. Allez, Monsieur Beunier, qui est partenaire évidemment de l'Open Agri-Food et qui est partenaire de l'organisation de cette démarche. Monsieur, et puis Florence Duprat. Alors moi, je vais vous parler d'une chose. Pouvez vous lever? Ouais. Oui, moi, je suis cuisinier. Ah, j'ai eu la chance de faire ma carrière dans un seul métier. Donc, je suis cuisinier depuis, je ne vous dirai pas la date. Dans la restauration collective? Donc, ce soir, on n'en a pas parlé, mais de la cuisine. Alors, je dirais que moi, j'ai eu la chance d'apprendre un métier, d'avoir un bon chef qui me l'a appris avec de bons produits. Et j'ai toujours essayé de garder cette philosophie toute ma carrière. Donc, je suis rentré en restauration collective en 87. Pour certains, je pense que vous étiez encore loin d'être chez nous. Donc, en 87, j'ai commencé en restauration collective et j'ai eu la chance de commencer dans la restauration scolaire. Et tout à l'heure, on a parlé il faudrait de l'éducation auprès des enfants, etc., etc. Moi, en 87, ma première mission en tant que cuisinier, c'était de transmettre aux enfants tout ce qu'on m'avait transmis. Donc, on leur a appris, on fait de l'éducation nutritionnelle, on leur a appris à connaître les produits, on a fait visiter des fermes, on leur a fait découvrir. J'étais un petit peu à la campagne, donc les vaches, tout ça, ils connaissaient quand même. Mais bon, j'allais dire, depuis cette date, moi, j'ai toujours fait de l'éducation auprès des élèves. Et ce que je m'aperçois, c'est que quelque part, j'ai pas perdu mon temps, parce que quand je vois tous ces jeunes aujourd'hui qui nous parlent de l'alimentation comme moi, j'aurais voulu en parler à leur âge, chapeau, hein. Parce que, bon, c'est quand même pas mal. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bon, nous, à l'association Restoco, on mène plein de projets à la fois, dont deux qui nous tiennent à cœur. Une, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et surtout, pensez, même chez vous, bon, nous les cuisiniers, c'est facile, hein, vous savez, on a des chiffres, des statistiques, machin et tout. À la maison, quand on est capable de s'acheter une cuisine à 12 ou 13 ou 15 000 euros, on est quand même capable d'essayer d'aller chercher dans son frigo comment améliorer. Moi, je dis la cuisine, c'est l'art d'améliorer les restes. Voilà, c'est tout. Quand on a compris ça, on ne doit plus gaspiller. L'argent que vous allez mettre dans la qualité, vous allez la chercher dans la poubelle. Pas dans votre porte-monnaie, hein, dans la poubelle. Et ensuite, on a des actions qui commencent à se développer. C'est au moins offrir, donner, parce que c'est pas offrir, c'est donner les surplus de repas qui sont fabriqués dans nos cuisines centrales, qui souvent étaient cachés par nos cuisiniers, parce qu'ils avaient un peu la peur et la honte de dire qu'on avait trop fabriqué, encore que c'est pas de leur fait, hein, que si on s'en fabrique de trop. C'est de les offrir à des associations comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, etc. Et ça commence à se développer, et je trouve que c'est la petite chose qui
C'est très utile pour... Merci beaucoup. Merci, monsieur Beunier. Allez, vous prenez une dernière fois, rapidement, parce que vous avez déjà pris la parole en plus, et puis après, Florence, rejoignez-moi pendant ce temps, peut-être, Florence Duprat. Allez-y. Bonsoir. Ce que je voulais noter, c'est que, effectivement, on a noté une certaine forme d'opposition très binaire, du moins moi, je pense que c'est pas que c'est pas forcément nécessaire, mais que ça ne devrait pas. Parce que même nos produits qu'on considère comme ultra bien maintenant, ce sont des produits qui ont évolué, ce sont des produits issus des croisements. Et que, comme l'a dit Madame tout à l'heure, effectivement, nos tomates d'aujourd'hui, ce ne sont pas les patates de nos arrière-grands-parents, donc ils ont besoin de médicaments. Cependant, il ne faut pas non plus noyer tout ça dans des tonnes chimiques, qu'il s'agit de faire un entre-deux. Et pour... Le jeune homme qui parlait du fait de privilégier le cuisinier, je suis tout à fait d'accord. Là, tout le monde sera d'accord là-dessus, mais faut pas oublier que lorsqu'on rentre d'une journée de travail, qu'on travaille ou qu'on soit étudiant par ailleurs, donc j'en place une pour les collègues, lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on rentre le soir, on va pas faire ça. On est content d'ouvrir notre bolognaise et de juste manger, dormir. Je ne dis pas... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit ça. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas montrer ça comme si c'était péjoratif, en fait. Il faut comprendre que ça aide aussi, ça permet aux gens de manger, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais plus de micro, donc j'ai accéléré votre... Merci. Merci beaucoup pour ce débat. Je vais donner tout de suite, pas le mot de la fin du tout, mais un mot à Florence Duprat pour conclure, en tout cas, cette soirée-là. Non, c'est pas le mot de la fin, puisqu'on en est au tout début de cette tournée de débats citoyens. Mais je voulais d'abord vous dire un grand merci, parce que j'ai 5 ou 6 pages de notes. J'ai appris plein de choses. Et je trouve que ces débats qui se font dans le plus grand respect, j'ai beaucoup aimé le petit échange entre vous deux parce que j'ai trouvé que ça dérapait pas, que ça se tenait bien, c'était dans le respect et dans l'écoute. Et je trouve que tous ces débats sont extrêmement enrichissants et apportent beaucoup de choses. Alors j'ai 2-3... à mon avis, il y a vraiment 2-3 choses qui sont sorties très fortement ce soir et qui n'étaient pas à Chartres dans la ferme où nous avons tenu le premier débat. C'est évidemment le bio. Tout ce qui tourne autour du bio a été très fort à Lille ce soir. Donc ça va certainement nous inspirer pour le grand débat récapitulatif de novembre, sachant que finalement, quand on parle d'alimentation, on se retrouve toujours en train de parler du modèle agricole. L'alimentation, c'est aussi la gastronomie, le plaisir d'être à table, etc. Ça, pour le moment, c'est jamais ressorti. Et à chaque fois qu'on parle d'alimentation, finalement, on re-questionne le modèle agricole de demain. Et je pense que c'est vraiment important de se pencher sur cette question en ce moment. C'est mûr, il faut vraiment qu'on y aille. L'autre sujet qui est, lui, sorti dans tous les débats, dans l'enquête, etc., c'est bien évidemment l'éducation. Et là, l'Open Agri-Food, je pense, va se faire vraiment le porte-parole d'une éducation au goût, à la cuisine, partout, chez les jeunes, chez les enfants, chez les adultes. Voilà pour ce soir. Les quelques, il y avait bien entendu le gaspillage aussi, c'était très intéressant. Et puis un sujet qu'on va traiter, monsieur, c'est la précarité alimentaire. En fait, l'inégalité devant l'alimentation, parce que ça, c'est juste insupportable, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. On peut continuer, pas au micro, justement, autour d'un pot, d'un petit pot à l'extérieur. Et surtout, notez bien, le 19 novembre, vous serez conviés à participer à cette soirée restitutive après les 6 débats qui ont lieu dans toute la France pour continuer d'échanger et en tirer ensemble les enseignements. Merci beaucoup. Merci.